Les femmes sont-elles juives ? Johanna Colette Lemler, bonjour. Bonjour. C'est vous qui posez cette question dans un podcast, notre Haggadah, Récits de femmes, un podcast qui fêtera bientôt ses 1 an et que vous fêterez lors d'une soirée spéciale et d'un enregistrement en direct le 28 mars prochain à l'Écuge. Alors votre podcast, il traite de récits de femmes, de libération des femmes, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre podcast ? Il y a beaucoup d'épisodes. De quoi sont-ils faits ces épisodes ? Donc effectivement, notre Haggadah Récits de femmes, c'est le premier podcast dédié au récit de libération des femmes juives. Donc j'interviewe sur des interviews longues parce que j'aime bien donner la parole longuement aux femmes, donc d'une heure et quart. Et c'est un récit d'une invitée sur son rapport à Pessah, son rapport à son être femme et juive, donc comment elle perçoit et comment elle travaille ses identités. Là aujourd'hui, il y a 18 épisodes consacrés à des interviews et donc des récits de femmes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce podcast ? Qu'est-ce qui vous a fait vous poser ces questions-là ? D'où vient aussi votre féminisme ? J'ai commencé à avoir une conscience féministe, je dirais, à la maternité. Le fait d'avoir des filles aussi, je pense, pose cette question. Et puis ensuite, d'avoir un garçon. Qu'est-ce que je leur transmets ? Le féminisme est né de plein de questions que j'avais, de lecture, de me dire, tiens, c'est marrant, ça a été pensé, cette chose-là. On a toujours l'impression qu'on est seul quand on commence à découvrir le féminisme et quand on commence à se poser des questions sur les rôles de chacun et la lecture des féministes. Virginie Despentes, l'écoute de podcasts, voilà, participe de la réflexion qu'on peut avoir quand des choses nous arrivent de manière singulière, la maternité, le traitement, par exemple, gynécologique des femmes, c'est un point très important, les violences obstétricales. Tout ça soulève toute une multitude de questions et on peut trouver des réponses moi ça a été en tout cas mon cas, dans des lectures féministes. Et puis, de fait, mon état c'est d'être femme et d'être juive, donc il a bien fallu qu'à un moment je pose la question d'une forme de réconciliation, où je dirais de qu'est-ce qui fait sens pour moi en étant à cette place-là. Donc c'est ça qui m'a donné la volonté d'aller creuser les théories féministes, d'aller creuser aussi ce que disait le monde juif de ces questions. Donc les femmes sont-elles juives ? Que veut dire cette question ? Que signifie-t-elle ? Ma question, elle est la suivante, c'est par quoi ça passe d'être juive ? Comment ou quels sont les éléments qui font qu'on est une femme juive ? Et cette question, elle a l'avantage de bousculer les évidences. Et elle naît d'un constat assez simple qui est que la sortie du peuple juif de l'esclavage précède le don de la Torah. Donc la libération est une condition sine qua non de la loi. Et bien, ça pose la question de est-ce que si les femmes ne sont pas libérées, est-ce qu'elles font partie du peuple et est-ce qu'elles reçoivent la loi ? Est-ce qu'elles reçoivent la Torah ? Dans certains épisodes, la question de la solidarité entre les femmes est posée. Quelle place a la solidarité dans cette libération ? L'une des forces des récits singuliers qui sont donnés dans le podcast, c'est de mettre à jour les liens entre les femmes. Et des renvois successifs en fait entre les différents récits. La libération de l'une va pas se faire sans la libération des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des résonances entre les différents récits. Sophie qui va parler de Sdarim collectif qu'elle a entrepris par exemple pour toujours plus d'inclusion. On n'est pas libre tant que tous et toutes nous ne sommes pas libres. Et je me souviens aussi qu'il y avait donc une tête de mouton sur la table ce jour-là, ce qui pour la végétarienne que je suis est
est un challenge. C'est donné un pessar, d'une dimension solennelle, je dirais même morbide, qui a tout de suite enveloppé cette fête d'une aura de solennité semblable à aucune autre. Jusqu'à aujourd'hui, Pessah, c'est ma fête préférée. J'ai d'ailleurs jamais compris qu'il y a des juifs de Kippour, mais pas des juifs de Pessah. Donc ça, je pense que c'est aussi important de souligner que, en libérant la parole, tout à coup, on visibilise les actions des femmes, aujourd'hui dans la communauté, dans le monde juif, mais aussi précédemment, on tisse des liens sororaux, si vous voulez, entre une Emma Goldman, par exemple, qui est une anarchiste du 19e siècle, avec Adrienne Rich, qui est une essayiste lesbienne, féministe juive, et c'est d'ailleurs ce qu'elle appelle le continuum lesbien. On arrive à trouver un fil entre toutes ces femmes, et c'est l'apanage de la sororité. Il y a ce que dit Alice Zeniter, quand une femme fait de l'écriture, on a toujours, enfin écrit et est écrivaine, on a toujours l'impression qu'elle écrit voilà, des petites choses sur son carnet, sur son journal intime, qu'elle fait du macramé, du crochet, enfin que c'est mignon quoi. Donc il faut casser avec cette image-là, et les textes qui sont ceux que vous avez cités, mais il y en a énormément d'autres, gagnent à être connus. C'est toute une moitié du monde qui pense, et qui pense bien, et qui pense des choses intéressantes, qui nous aident à penser les catégories du monde aujourd'hui, et qui nous aident à être dans des chemins d'émancipation qui soient collectifs ou singuliers. Alors est-ce que la libération passe par l'étude, justement ? Alors, vous savez, on s'est toutes heurtées, je crois, à des croyances basées sur notre ignorance des textes. Par exemple, on est nombreuses à avoir pensé que le Kaddish n'était pas accessible aux femmes. On est nombreuses à avoir pensé que la lecture de la Torah était interdite aux femmes. Et du coup, quand on creuse et qu'on va chercher la connaissance, on peut se libérer de ces croyances qui sont totalement limitantes pour arriver à justement se réapproprier ces choses-là. Donc oui, évidemment, la connaissance permet une certaine forme de libération. Et vous en parlez avec certaines de vos interviewées. Je pense à Myriam Sommer-Ackerman, qui est rabbin, mais aussi avec Sophie Bigot Goldblum, où elles ont un rapport particulier à l'étude, évidemment. Et elles en parlent que l'accès à l'étude, c'est libérateur, mais il y a un prix à payer. Quel est ce prix à payer ? C'est vrai que c'est une liberté que je peux prendre, justement encore la liberté, parce qu'il y a quelqu'un derrière pour assurer quoi. C'est peut-être ça une des solutions, en tout cas, c'est la circulation du travail, quoi. La circulation du travail, c'est une solution, mais parfois c'est un peu à sens unique. C'est-à-dire que on fait peut-être toujours appel, aux mêmes personnes pour nous épauler, voire pour nous remplacer. On peut parler d'autres tâches domestiques, c'est-à-dire que plus une femme va avoir de responsabilités à la fois familiales et professionnelles, plus elle va faire appel à des personnes donc des femmes de ménage par exemple, qui vont venir aider, suppléer, et en même temps du coup on dit non, mais c'est possible de tout faire. On peut gérer tous les aspects de notre quotidien, mais en fait c'est au prix de certaines délégations qui posent question quand même quoi. Toutes, à notre niveau, on a un prix à payer à faire bouger les lignes, je dirais. Et ça me semble très important quand on commence à réfléchir à la liberté et à la libération. Par exemple, est-ce que le prix de ma liberté, c'est la liberté d'une autre femme, moins éduquée, issue de l'immigration, qui va faire des ménages chez moi et me libérer du temps? Ça, c'est une grosse question que pose Carla Lonzi et que posent les féministes, c'est-à-dire, pour me libérer moi, qui est-ce que j'asservis? Donc ça, c'est un premier point du prix à payer. Le deuxième point du prix à payer, c'est
celui de sortir d'une forme de zone de confort et d'un conformisme de ce qui est attendu de nous en tant que femmes. Donc il y a une place traditionnelle, surtout dans le monde juif, où les femmes ont des injonctions qui pèsent sur elles, l'injonction à la maternité, l'injonction à la création du foyer, etc. Et sortir de ce rôle attendu, c'est s'exposer, effectivement. Mais j'aime bien parler d'un dernier prix quand même, qui est le prix à payer de pas bouger. Et je pense qu'on est plutôt d'accord avec les femmes que j'ai citées et toutes les autres qui sont passées dans le podcast, que le prix à payer de ne pas faire bouger les lignes est sans doute beaucoup plus élevé que celui auquel on fait face quand on essaye de faire bouger. Justement, ça me fait penser à une phrase que vous dites au tout début du podcast. Vous dites « J'aspire, comme tout le monde, à être libre ». Et je me suis posé la question, est-ce que tout le monde aspire véritablement à être libre ? Alors vous, oui. Est-ce que tout le monde aspire véritablement à être libre et ne cherche pas justement à rester dans cette zone de confort? Ça me fait penser, ce que vous dites, à ce que dit Shira Losria Messinger, qui est passée aussi dans le podcast, qui dit... C'est une phrase que j'ai retenue parce qu'elle est aussi provocante. Elle me dit la liberté, c'est pas une valeur juive. Ce qui est juif, c'est une forme d'abnégation, d'astreinte en fait. Donc je vais pas parler ici pour tout le monde. Je dirais que la liberté, ça me semble être quelque chose qu'on tente d'atteindre, mais qui est jamais un état en fait fini, c'est toujours un chemin et ça passe par des petites libérations, des grandes transformations. Ça, c'est à chacun de voir. Mais je pense qu'effectivement, il y a des femmes qui sont bien dans dans la place peut-être qui est attendue d'elles. Et l'idée n'est pas de les libérer contre leur gré. Dans le judaïsme orthodoxe, la liberté n'est pas une valeur. Ce qui est une valeur, c'est le travail sur soi, c'est l'abnégation, c'est être résigné. Et c'est très difficile pour moi de vouloir être libre, parce que du coup, ça contredit tout ce que je fais. Je veux pas être libre, en fait. Et même quand on parlait des mitzvot liés au temps, moi, ça m'énerve d'être libre. Ça m'énerve d'être libre parce que normalement, je suis pas libre. Et on en parlait avec Tali Fitoussi, la cofondatrice de Kollel, qui disait moi je pense qu'il faudrait que toutes les femmes prennent sur elles les mitzvot liées au temps. C'est quelque chose de très difficile et on pourrait pas le demander à toutes les femmes. Mais ouais, on n'a pas été éduqués à vouloir être libre. Et pourtant il y a Pessar. Mais en fait à Pessar, les femmes ne sont pas libres. Tu le sais mieux que moi. C'est difficile de se libérer, de libérer les autres. Voilà, on se libère soi, c'est assez difficile d'aller dire aux autres de se libérer. Donc la libération des femmes, elle passe évidemment par les femmes, par ce qu'elles ont à dire, et c'est leur lutte, leur combat. Maintenant, à force de récits singuliers, d'élan collectif, évidemment, il y a une libération plus générale qui va se faire. Le patriarcat pose énormément d'injonctions aux hommes. Donc il y a une libération aussi via la déconstruction que propose le féminisme. Il y a une libération qui va s'opérer d'une manière plus générale et qui s'opère déjà d'une manière plus générale dans la société tout entière. Donc tous les alliés sont les bienvenus et après il y a plein de façons d'être alliés. Pour peu qu'on respecte, et ça c'est vrai encore une fois pour tout, pour chaque libération, pour peu qu'on respecte les personnes directement concernées par le propos ou par la libération en question. Vous dites que c'est le premier podcast consacré au récit de femmes, au récit de libération de femmes. Vous vous autoproduisez. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui encore de parler de libération des femmes juives ? Difficile, je sais pas. Disons qu'il faut sans doute se libérer de plein de choses et de plein d'injonctions pour réussir à oser faire ça. Mais oui,
cette première année qui vient de s'écouler, en tant que outsider un petit peu du monde juif, j'avais besoin d'apprendre, de comprendre aussi comment l'audience réceptionnait ces récits-là. Et donc, au bout d'un an d'apprentissage, je me dis aujourd'hui que il est temps d'inclure d'autres minorités de genre, ce que j'ai fait avec notamment Josué Ferreira, de multiplier d'autres supports. C'est le cas du live du 28 mars. Mais également, j'ai le projet qui commence à avancer, d'écrire et de coécrire, ça sera un travail collectif, la première Haggadah des femmes françaises. Vous en avez parlé, il y aura le 28 mars une soirée spéciale consacrée au premier anniversaire de votre podcast. Il y aura un enregistrement en direct. Quel sera le programme de cette soirée ? Alors c'est vrai que j'avais très envie de célébrer ces 1 an de rencontres, de sororité, de récits. Et comme on sera 1 mois avant Pessah, j'avais aussi envie de donner des clés pour créer du sens au prochain Seder, au prochain Pessah, pour toujours plus d'inclusion. Donc, le déroulé du 28 mars a été construit autour de nouvelles interprétations, de nouvelles lectures de la Haggadah, d'apports de textes, de poèmes également, et de chants de Pessah ou de libération. Et je remercie énormément toutes les personnes qui m'accompagnent pour l'organisation du 28 mars, puisqu'il s'agit de Myriam Ackerman-Sommer, de Anna Véronèse, de Anaëlle Lévy-Unigman, de Tali Trefitoussi, de Sophie Bigot-Goldblum. Et au chant, nous aurons Jessica Bonamy, accompagnée de Lior Toledano, Clara Lemler et Avital Cohen. Et je remercie sincèrement l'Écuge qui est un soutien inconditionnel du podcast depuis ses débuts, notamment à la personne de Gadi Biki. Bien, et merci beaucoup Johanna Colette-Lemler. Alors je rappelle que votre podcast est disponible sur toutes les plateformes et qu'il y aura bientôt ce fameux anniversaire, ce premier anniversaire à l'Écuge le 28 mars prochain. Merci. Thank you.